Bonjour à tous, il est 11 heures. Nous allons pouvoir commencer le webinaire consacré au data design pour optimiser vos dashboards. Pour animer ce webinaire, donc, je vous présente les intervenants. Mathieu Rondeau, directeur de l'innovation et marketing, et Myriam Masmoudi, data analyst chez Midral. Donc, bonjour à vous deux. Durant ce webinaire, nous vous partagerons, juste un rappel, avant, vous pourrez poser vos questions sur l'interface, sur la partie droite de votre, donc à droite de votre écran. Durant ce webinaire, nous vous partagerons donc nos bonnes pratiques pour le contexte et les enjeux data infographiques. Donc, nous parlerons des dimensions, des types de graphiques, de l'UX, de la typographie, de l'univers visuel. Et nous terminerons par une démonstration avec une vise. Et je te passe la parole. Alors bonjour à tous, donc je me présente Mathieu Rondeau. L'idée effectivement aujourd'hui c'est de vous parler un petit peu des bonnes pratiques autour de la data vise, autour un petit peu de comment on peut améliorer l'ergonomie, améliorer la performance et améliorer l'adhésion de vos utilisateurs au quotidien. On a regroupé ça aujourd'hui, s'il y a, je dirais, 5 étapes un petit peu à se rappeler. C'est de la partie dimension, la partie type de graphe, la partie expérience utilisateur, la partie typographie et l'univers visuel. Ça va vraiment être aujourd'hui ces piliers fondamentaux pour améliorer justement ce design autour de la solution, bien sûr, Tableau. Alors, pourquoi un petit peu on est tous là aujourd'hui? Alors, on est tous un petit peu des fans de Tableau, des data fans, membres un petit peu d'une data family qui tourne autour de cet écosystème fabuleux qu'est Tableau. Mais on a dans l'idée aujourd'hui de se dire comment on peut aller plus loin, toujours améliorer cette performance, améliorer notre performance, améliorer l'ergonomie. Donc, c'est de dire, voilà, comment je vais pouvoir travailler l'expérience utilisateur, améliorer l'adhésion de mes utilisateurs. Ça va être deux grands sujets sur lesquels l'UX et la partie data design vont pouvoir apporter et répondre un petit peu à ces fondamentaux. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter Midral vraiment très rapidement aujourd'hui. Hein. Comme je disais, nous sommes des pure players de la donnée, hein, vraiment une data company comme on pourrait la caractériser, avec une force de conseil et d'accompagnement sur toute la partie réalisation de projets, à la fois sur des profils de data jusqu'à la data science aussi. Et aujourd'hui, on travaille avec tout type de secteur d'activité, banque, assurance bien sûr, la partie service, industrie, etc. etc. L'idée, c'est d'être au cœur des décisions business dans vos entreprises par rapport à la donnée. Alors, comment on aborde un petit peu ces projets? On va les aborder d'une façon très simple. En règle générale, on va travailler avec les personnes dans l'entreprise qui vont se poser des questions. C'est le petit bonhomme un petit peu qui est symbolisé sur la droite. Ce bonhomme se pose des questions business, et il a envie d'avoir une prise de décision, puisque cette question business demande des réponses, et souvent c'est des réponses stratégiques. Donc comment on va les appréhender? On va aller gérer la partie collecte de données avec du nettoyage, de l'enrichissement, de la transformation. On va traiter tout ce qui est des enrichissements aussi de type data science, hein, pré-traitement, apprentissage, prédiction. Et on va avoir tout un volet qui est très important aujourd'hui, c'est toute la partie data vise. Et cette data vise, on l'a découpée en plusieurs axes, puisque dans une entreprise, il ne faut pas oublier que tout le monde ne va pas consommer la donnée de la même façon. Donc vous allez avoir du reporting, du dashboarding, du storytelling et demain peut-être du data journalist. Donc dans l'idée, c'est vraiment de scénariser un petit peu l'information, et c'est plutôt sur tout cet axe-là aujourd'hui qu'on va travailler, le côté data vise, à travers des techniques qui sont aujourd'hui dites de la partie UX design au quotidien, que vous allez pouvoir utiliser et mettre en place dans vos dashboards de façon très simple. Alors la première chose, c'est un petit peu quelques contextes et enjeux, hein, comment la data infographie, ça peut améliorer l'ergonomie de vos dashboards. Alors tout d'abord, quels enjeux, hein? On parle souvent d'une meilleure compréhension de la donnée. Ça, c'est important d'avoir vraiment ça en tête. On parle de pilotage et analyse de la donnée, et surtout on parle prise de décision optimale, puisque derrière,
la partie analytics, ces dashboards ont besoin et suscitent une prise de décision qu'on va vouloir optimiser. Comment derrière? On va travailler sur l'aspect charte graphique, cohérence visuelle, ergonomie, équilibre, variation, tout ce qui va tourner autour du data design aujourd'hui dans vos tableaux de bord. Alors, la première chose, souvent sur laquelle on est confronté, c'est la dimension. Et c'est souvent les questions qu'on se pose. Mon dashboard, quelle dimension je vais devoir utiliser et qu'est-ce qui va être le plus pertinent dans la navigation pour mes utilisateurs? Alors, nous, on les classe dans deux grandes familles. On a plutôt quelque chose qu'on va appeler un peu un mode dashboard et quelque chose qu'on va appeler un mode one page. Alors, c'est des choses que vous consommez généralement au quotidien, que ce soit dans votre navigation sur des sites web, sur des applications mobiles, sur des portails divers sur lesquels vous allez avoir des accès. En règle générale, on préconise 1200 en termes de nombre de pixels sur la partie largeur, sur ce gabarit, et la profondeur va dépendre vraiment de l'information que vous allez vouloir avoir besoin, quel scénario vous allez mettre en place. Le mode dashboard va plutôt avoir une vision, je dirais, vraiment tout de suite dans l'information, puisque ça va être un peu tout sur une seule et même page. Et le process un petit peu en profondeur one page qu'on va scroller va nous amener très souvent sur du storytelling pour partir d'une information pertinente et descendre dans du détail. Donc, par exemple, deux grands exemples ici. À gauche, vous avez le mode dashboard. Donc, vous voyez visuellement tout de suite, on a de l'information sur mes ventes par produit, par catégorie, par pays. Donc, on a vraiment une big picture très rapide sur ce mode un petit peu dashboard. Et sur le mode un peu one page, on va avoir une scénarisation de l'information pour avoir d'abord des KPI un petit peu synthétiques dans la partie haute, avec des tendances, des chiffres, pour descendre dans du détail. Donc c'est vrai que ça va être deux approches différentes, avec des tailles un petit peu différentes, mais en règle générale, une largeur plutôt aux alentours de 1200 et une profondeur qui va évoluer en fonction de ce que vous allez avoir besoin au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, mode dashboard ou mode one page, c'est le premier choix que vous allez avoir à faire. Le type de graphique, cette partie est importante derrière puisqu'elle va nous permettre d'exprimer la bonne idée en fonction du bon graphique. Alors aujourd'hui, il existe trois grands types, trois grandes familles, je dirais, de graphiques. Les comparaisons, les compositions, les distributions. Alors de façon très simple, on va ranger dans la partie comparaison tous les graphiques qui vont nous demander de la comparaison, à travers différents types d'informations. Donc on parle de courbes, d'histogrammes, donc on va comparer plusieurs valeurs entre elles à l'intérieur. Les compositions vont plutôt être là pour comparer des valeurs unitaires. Je vais ventiler mon chiffre d'affaires par rapport à quelque chose, mais je vais pas forcément, je vais avoir envie, si on prend le donuts, d'avoir quelque chose de global et d'unique pour me dire, voilà, j'ai une vision de comment se répartit mon chiffre d'affaires, mais je ne compare pas réellement l'information, je regarde comment il se compose et comment il se décompose. Et la partie distribution, elle, va plutôt nous permettre d'avoir une approche un petit peu de comment ces informations se relient entre elles, comment elles se ventilent entre elles et comment je peux avoir un lien entre telle ou telle information. Donc ça va être vraiment ces quatre grandes questions qu'il va falloir se poser. Est-ce que je suis dans un type de comparaison, de composition ou de distribution? Premier exemple, on est sur de la comparaison cet histogramme. Vous voyez que derrière, on se rend compte très rapidement comment est classée ma liste aujourd'hui de produits par pays, avec les retail mail en premier sur cette partie-là. La partie en bas de mes donuts, on voit un petit peu comment sont composés le chiffre d'affaires de mes ventes par rapport à des régions du monde. Et on voit très rapidement qu'on est présent dans 4 régions, qu'on a des volumes un petit peu différents, mais voilà, on a cette ambition de voir un petit peu cette composition d'informations. Et la distribution ici sur des volumes, comment les volumes se relient avec des échanges, par exemple, de flux entre pays. Si on prend tout en bas l'Allemagne qui va aller se positionner sur l'Italie et ensuite, etc., etc. Donc, on a vraiment un flux de données sur lequel on va pouvoir avoir une information un petit peu différente en fonction de l'organisation. Donc, le type de graphe, c'est vraiment une des choses importantes et on en aura un exemple de toute façon dans la démo tout à l'heure qui montrera bien l'impact de choisir le bon graphique pour analyser la bonne information. L'expérience utilisateur aujourd'hui, créer un bon dashboard, c'est aussi l'utilisateur soit capable de retrouver l'information au bon endroit et surtout
ce qu'on va appeler un petit peu des marqueurs visuels pour que l'œil humain arrive à lire l'information au bon endroit et qu'il se retrouve dans cette information. Donc, ce qu'on parle très souvent dans cette expérience, vous avez 3 grandes un petit peu familles autour de ça, hein. La première famille, c'est la partie de la lecture. On a une lecture aujourd'hui de gauche à droite, de haut en bas. Donc on parle beaucoup d'une structure en F sur un dashboard sur cette lecture. On parle souvent de rendu et de placement ergonomique et visuel, ce que vous avez au milieu, et la partie effectivement storytelling qui nous permet, puisque notre cerveau a besoin d'avoir des liens entre des informations, de descendre et de suivre des informations pertinentes. Vous en avez un exemple ici, une lecture en F, on va retrouver en haut une zone de texte avec le titre, donc important d'avoir un espace dominant pour le titre qui nous appelle à se dire ok, mon dashboard, de quoi il parle. Vous allez avoir une première ligne de synthèse, donc c'est la barre un petit peu du F, et on va descendre et scroller potentiellement pour descendre dans l'information. Donc on voit que c'est quelque chose de très très naturel aujourd'hui. Notre cerveau, il associe très rapidement ces éléments, les éléments identiques de couleurs, hein, donc jouer aussi sur toute cette partie-là. Et l'idée, c'est vraiment comme on va scénariser cette information, ben, notre œil humain va très rapidement voir toutes les informations et balayer toutes les informations qu'on va avoir mis sur ce dashboard. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important à imaginer dans votre dashboard, c'est ce rendu et cette ergonomie un petit peu visuelle. L'ergonomie aussi, on l'a à travers je dirais, le filtre comment et le choix qu'on va donner à notre utilisateur. On parle de la loi de Hick, mais derrière, c'est quoi? C'est de se dire que en bas, on a symbolisé 3 types un petit peu de sélection. Il y en a une, la première à gauche, la difficile. Il y a beaucoup d'éléments différents. La deuxième, on a réduit pour que l'œil humain en voit moins, mais on a une barre de scroll qui n'est pas toujours simple à appréhender, donc c'est moyen. Et peut-être que des premiers choix qu'on peut faire, c'est créer des regroupements pour que l'œil, dans cette prise de décision, dans cette sélection, puisse derrière aller voir l'information pertinente tout de suite. Donc c'est aussi, voilà, emmener l'utilisateur, vous emmener dans une réduction un petit peu, hein. L'idée, c'est de jouer sur le temps de prise de décision, parce que derrière, voilà, il faut aller vite dans cette prise de décision et que l'utilisateur n'ait pas plein de questions à se poser à chaque fois qu'il va travailler dessus. Pareil pour la navigation aujourd'hui au quotidien, hein. Vous voyez que là, symbolisé par chaque bloc, ça serait un dashboard. On parle souvent d'avoir des petits boutons suivants ou des actions qui pourraient nous emmener vers d'autres dashboards. Encore une fois, voilà, faut faire attention quand même à ce que le contexte du dashboard et l'information qu'on a à un instant T sur le dashboard, bah, que l'utilisateur ne soit pas perdu à un instant T en disant voilà, par où je suis passé et où j'en suis rendu. Donc, il faut vraiment travailler ce côté univers et lien d'information et action d'emmener l'utilisateur dans un contexte un petit peu différent. Tout comme ces filtres, hein, les filtres, il faut aujourd'hui les regrouper, les classer par grandes catégories, ce qui simplifie très souvent cette lisibilité et les organiser un petit peu avec un scénario. C'est aussi intéressant puisqu'on se demande, voilà, on se pose la question de se dire, bah, on va filtrer d'abord sur, je ne sais pas, une date, un pays, une catégorie, etc. etc. Donc c'est vraiment de créer ces petites choses qui peuvent être des fois anodines, mais qui ont vraiment un impact quand on va se retrouver sur des dashboards et on en a plusieurs. On saura toujours comment ils sont organisés, à quel endroit ils sont positionnés, etc. etc. La typographie aujourd'hui, hein, quelle police choisir, ça aussi un impact, on le verra de toute façon tout à l'heure aussi sur cet exemple, parce que la police, elle va susciter des émotions, susciter de l'information et de la pertinence et de la lisibilité. On parle de police avec de l'empattement, sans empattement, avec de l'empattement, ce qui est utilisé depuis très très longtemps, mais plutôt pour des impressions papier, ça se voit mieux qu'à l'écran. On parle de Time New Roman, ce qu'on a tous utilisé dans Word par exemple, mais plutôt de s'orienter vers des polices sans empattement, de l'Arial, du Roboto, qui sont, elles, beaucoup plus claires et beaucoup plus rondes pour appliquer ces données sur ce côté lisibilité dans notre texte et dans les titres ou les sous-titres qu'on pourrait mettre en place, combiner ces polices avec titres, sous-titres, texte. C'est ce qui va aujourd'hui aussi créer ces marqueurs avec le titre plutôt en gras, le sous-titre peut-être en italique et le texte de façon normale. Bah, ça va nous rendre compte que dans notre dashboard, on a toujours cette information pertinente. Par exemple, là, on voit de l'avant, de l'après, comment le Century Gothic va nous aider à, on le voit, cette police sans empattement qui ressort plus simplement dans le texte,
aujourd'hui, puisqu'elle est beaucoup plus ronde et un peu plus grosse aujourd'hui. C'est la même taille de police, c'est juste le nom qui change. Les textes aussi hein, vont être beaucoup plus visuels et beaucoup ergonomiques à lire, notamment dans les détails qui sont en couleur. Donc c'est vrai que voilà, ça a vraiment un impact pertinent. Et cette cohérence, d'avoir un titre, un sous-titre, on voit que là, on a un petit peu un équilibre entre le roboto et l'open sense qui permet, dans le titre et le sous-titre, là, de trouver et d'avoir un exemple et une ergonomie pertinente dans le positionnement de la police. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut aussi travailler au quotidien sur cette partie-là. Des éléments visuels, on va parler de couleurs, on va parler de pictogrammes. Les couleurs, bah, c'est l'impact de la couleur. On parle souvent de mettre plutôt du rouge ou du vert dans du positif, dans du négatif, mais il y a plein de choses qui peuvent jouer aussi ce rôle, avec le bleu qui va exprimer un peu le froid, la peur, donc plutôt un côté un peu négatif, d'avoir des côtés un peu orange sur le courage, sur est-ce que c'est bon marché ou est-ce que c'est pas bon marché. Donc voilà, c'est toute cette partie qui est intéressante aujourd'hui à jouer, et c'est vrai que l'impact de la couleur dans une courbe, elle a elle transige sur beaucoup d'informations dans vos dashboards, et c'est des facteurs clés pour susciter la bonne émotion dans votre dashboard. Donc voilà, on a fait il y a quelques temps sur le Black Friday, comment il se déroulait, et c'est vrai que le côté un petit peu couleur chaude vers couleur froide et couleur sombre vers couleur lumineuse amène aujourd'hui cette impression de c'est les soldes. Donc on part de quelque chose qui est vraiment du déstockage, qui n'est pas forcément positif pour un revendeur, vers derrière de l'esprit un peu lumineux, puisque c'est nous qui allons pouvoir faire des affaires. Donc c'est ce côté sur lequel on va jouer et emmener l'utilisateur dans cette partie-là. Le divider, c'est ce que vous allez retrouver dans l'organisation de votre dashboard, par exemple, pour séparer deux éléments. On pourrait imaginer d'en avoir deux grandes organisations, plutôt de type courbe, plutôt de petites lignes, et ils vont susciter des petites choses un petit peu différentes sur une partie un petit peu le mouvement, les lignes, voilà, emmener vers le mouvement de quelque chose, et la courbe un petit peu plus de dynamisme, plutôt ça va être des cassures qui vont nous emmener vers quelque chose. Il y en a un exemple là. Vous voyez par exemple ici en haut on retrouve le 62 millions, le 50 000 watts. Vous avez ce divider en courbe qui nous emmène vers du détail. L'œil, cette courbe va vers le bas, donc elle nous dit que les KPI que vous avez au-dessus vont se décomposer, vont se composer des KPI qu'on va retrouver en dessous. Donc on a une lecture très visuelle qui permet de descendre dans cette information de façon simple et intuitive. Les icônes, aujourd'hui très important ce côté icônes, qui vont permettre à votre utilisateur d'un seul coup d'œil de comprendre la thématique sur laquelle on travaille. Est-ce que c'est une thématique vente? Est-ce que c'est une thématique sur de l'ARH, etc. Donc on va travailler dans certains styles, minimal, monochrome ou flat, l'univers visuel de cette partie-là. Là on voit, on est sur du retail, on voit sur de l'information, de l'activité, des répartitions, des ventes, ce signe euro qui nous rappelle l'aspect monétaire de mon dashboard, ces courbes avec des flèches qui me rappellent un petit peu qu'on va performer. Donc d'avoir cette encre visuelle avec ce petit picto, ça aide aujourd'hui à mieux lire l'information sur cette partie-là. On a mis ici des grandes combinaisons d'informations, hein, plutôt modernes, sombres, audacieux, avec des pictogrammes un petit peu plus foncés, pour aller vers des choses un petit peu plus chaleureuses, sobres et organisées dans la partie culinaire, pour des choses un petit peu bleu-rouge qu'on va retrouver en bas. Donc c'est vraiment aujourd'hui des grandes familles sur lesquelles il est important de travailler et de réaliser pour avoir une ergonomie et un univers pour que l'utilisateur s'y retrouve très très rapidement et comprenne l'information. Un exemple, on va passer de façon très rapidement à cette démonstration qui va nous permettre aujourd'hui de bien voir l'importance de ce data design, de cette ergonomie, des méthodes d'expérience utilisateur, comment on peut les porter dans notre design. Myriam, je vais te passer la main pour que tu puisses nous partager aujourd'hui ton retour un petit peu sur cette ergonomie au quotidien. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, c'est parfait, on voit tout. Très bien. Alors, donc, comme vous pouvez le voir ici, donc on est dans un tableau de bord qui parle de l'analyse commerciale, de l'activité commerciale.
Donc, on voit qu'il n'est pas scénarisé, le storytelling n'est pas présent, le titre n'est pas assez bien mis en valeur, les couleurs ne sont pas ergonomiques, la lisibilité n'est pas simple non plus, les filtres ne sont pas centralisés, donc on en a un ici, et aucune légende surtout. Donc nous ne comprenons pas à quoi correspondent ces graphes et surtout qu'est-ce qu'on voudrait y exprimer à travers. Donc à travers les différentes méthodes que nous venons de voir aujourd'hui, la question à se poser est comment améliorer la prise de décision à travers les techniques que nous avons vues précédemment et comment appliquer donc ces 5 principes pour améliorer l'ergonomie, la pertinence de mes informations. Donc, voici donc notre dashboard. Donc, la première chose qu'on a commencé, donc la première étape, c'est les dimensions. Donc, nous sommes partis pour ce dashboard plutôt sur le mode one page, qui nous permet de scénariser l'information et de partir sur une information pertinente qui est ici mes chiffres clés avec les titres, donc beaucoup plus mis en valeur et surtout le logo de l'entreprise. En ce qui concerne l'expérience utilisateur, nous avons aussi travaillé sur la lecture en F. Vous allez retrouver sur le côté gauche les filtres, puisque visuellement, nous allons lire de gauche à droite intuitivement et que nous avons synthétisé aussi, c'est-à-dire que nous avons mis donc tous les filtres les uns derrière les autres, donc pour savoir quelle information on ira choisir tout au long de la lecture de notre dashboard. Donc, comme je disais, en haut, un titre et un bord qui va servir au titre, comme vous pouvez le voir ici, donc pour les chiffres clés, pour la répartition mondiale, et au centre, les informations pertinentes, donc une organisation de l'information de la version la plus macro pour descendre dans le micro. Donc, on a également simplifié la lisibilité en mettant en haut les chiffres clés. Donc, on va retrouver mon total des ventes et avec un titre et un sous-titre, et pareil pour la marge également. Donc, on vient à l'étape des choix des graphes. Donc, lequel choisir, c'est la question qu'on pose souvent. Donc, sur cette répartition mondiale, colorer le pays, comme vous pouvez le voir ici, n'a pas forcément un apport en termes de mesure. En revanche, si l'on adapte ces couleurs plutôt à des bulles de taille plus ou moins importante, comme on va faire tout de suite ensemble, donc par exemple comme ceci. Voilà. Hop. Donc, on verra tout de suite d'un seul coup d'œil que les États-Unis est le pays où il y a le plus d'activités. C'est donc plus pertinent que de mettre des couleurs, juste colorer les pays. En ce qui concerne les sous-titres, l'apport du sous-titre avec un pictogramme, donc notamment ici, ici aussi, donc, tous les pictogrammes en général. On va retrouver la prévision des ventes aussi, donc sur la troisième étape du dashboard. Donc, l'idée, c'est de nous préciser comment fonctionne l'activité, c'est-à-dire les informations, comment ces informations sont positionnées, tout comme ici, donc la petite information qu'on rajoute pour nous dire à quoi correspond justement le donut qu'on a juste en dessous. Pareil, pour cette petite phrase « Portup a ouvert un bureau au Canada », bah là, ça nous permet donc de nous préciser que effectivement l'activité au Canada se comporte de la sorte, et ce qui peut nous aiguiller plus ou moins sur notre analyse par la suite. Donc, c'est-à-dire que il y a le souhait pédagogique donc de la part de Sportup d'informer donc son interlocuteur sur cette partie-là. Ensuite, pour ce qui est des pictos toujours,
Les pictogrammes sont considérés comme des encres visuelles, c'est-à-dire qu'ils viennent préciser les informations et les appuyer. Par ailleurs, dans ce donut, donc, nous avons ajouté une légende, c'est-à-dire les bikes, les accessoires, les clothing, les components, qu'on n'avait pas au départ. Donc ici, on n'avait aucune information supplémentaire sur le donut pour apporter plus de valeur ajoutée. Et donc, on sait que le total de la somme des ventes est représenté ici à 30 millions. Et derrière cette répartition, on a la répartition aussi par produit qu'on peut également sélectionner avec notre filtre. Enfin, nous allons travailler sur la cohérence des couleurs. On a travaillé donc grâce à la charte graphique de cette entreprise. L'idée, en fait, c'est d'être capable d'avoir une ergonomie et donc de se créer une palette qui soit cohérente, qui porte le nom de notre template. On va les changer ensemble également pour les couleurs pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Donc l'idée ici, donc notre palette de couleurs qu'on a appelée Purple. Alors, il est juste là, donc à laquelle on va affecter les couleurs pour avoir donc une cohérence derrière. Voilà. Donc avec les petits indicateurs sur ce graphique qui rappellent le contexte et ce sur quoi on voudrait appuyer notre analyse. Voilà, ici on va parler de l'évolution des ventes avec les comparaisons par pays. Et enfin, c'est ce pictogramme-là qui va indiquer la nouvelle stratégie qu'a apporté SportUp pour de meilleurs profits. Donc l'idée, c'est de partir du synthétique pour rentrer dans du détail avec les filtres. On envoie l'utilisateur vers de l'information plus pertinente et donc voilà, à travers quelques astuces, on peut améliorer la pertinence du dashboard. Nous sommes passés par toutes ces étapes, donc à savoir les dimensions, les types de graphes, l'expérience utilisateur, la typographie et l'univers visuel. Donc, si vous avez des questions, on se fera le plaisir d'y répondre et je redonne la main à Mathieu. Voilà, effectivement, donc la présentation un petit peu là de Myriam, on revoit hein, dans ce slide les étapes sur lesquelles on est passé à travers dimension, type de graphique, expérience utilisateur, typographie et univers visuel, ce qui nous permet derrière de voir un petit peu cette avancée hein, à travers l'avant-après et cette facilité de comment appréhender un petit peu l'information. Tout à l'heure, il y avait peut-être qu'il y a des questions aujourd'hui. Voilà, là, on revoit l'avant, l'après. On voit effectivement toutes les modifications qui ont été apportées sur l'ergonomie. On retrouve le F, la lisibilité, on retrouve une lecture, on retrouve sur la carte avec des bulles de plus en plus grosses. Ça nous donne un indicateur très visuel et très rapide de l'information pertinente. Les légendes sur le donut, la cohérence de couleurs, voilà un petit peu, et ces pictos qui appellent à susciter de l'information. On parlait de performance, donc avec les étoiles, c'est toujours voilà, ce petit côté qu'on a l'habitude de voir, puisque généralement quand vous saisissez des surveys, vous remplissez des petites étoiles pour noter les gens, donc c'est vrai que c'est des choses importantes sur ça. Sylvana, peut-être si on a quelques questions, on peut y répondre en live. Oui, on a quelques questions, je vais en sélectionner quelques-unes d'entre elles. La première concerne la vise. Comment représenter la répartition mondiale? Alors, la répartition mondiale, effectivement, donc là, toi, Myriam, tu as fait le choix de prendre une carte avec une bulle de plus en plus grosse en fonction du résultat. Ça pourrait être une carte pleine aussi, mais là, il faudrait mettre plutôt une mesure et pas une dimension pour avoir un métrique qui ferait une coloration derrière de l'information de notre carte. On pourrait jouer aussi sur de l'histogramme, hein, d'avoir un histogramme très simple qui nous permettrait de dire ben voilà, quel est le meilleur pays et d'avoir une lisibilité sur le côté nos pays et d'avoir une barre d'histogramme qui nous montre l'information. On perdrait ce côté géographique, mais on gagnerait un côté top performer par pays. Une deuxième question. Pourquoi l'utilisation d'une courbe pleine à la place d'une courbe simple?
Myriam, peut-être, tu as fait ce choix, je te laisse nous l'expliquer. Alors, donc, si vous vous remarquez, donc, visuellement, la courbe pleine, elle fait ressortir plusieurs informations à la fois. Donc, on a les courbes traditionnelles hein, pour la saisonnalité, avec des pics de vente, mais aussi l'idée, le côté plein, c'est pour exprimer des sensations visuelles, pour dire que la couleur où il y a la plus de présence, eh bien, c'est ce qui est vendu le plus. Et là, c'était notre cas pour la vente de vélos sur notre exemple. Merci Myriam. J'ai une autre question. Est-ce qu'il est possible d'ajouter des animations graphiques? Alors l'idée, hein, bien sûr, là on est dans, on l'a vu de toute façon dans la démonstration de Myriam, on est dans Tableau. Ce que nous on a apporté, c'est la méthode aujourd'hui de l'UX design pour le mettre au service entre guillemets de Tableau, mais on garde de toute façon 100% de la dynamique Tableau, que ce soit sur le web, sur PC, sur téléphone, sur tablette. Bien sûr, on garde toute la puissance de cette dynamique Tableau, quoi. Alors, j'ai une nouvelle question de Véronique. En fait, on peut simplifier parce qu'on a une représentation dynamique. On obtient plus d'infos en pointant ou en cliquant. Je dirais qu'on ne va pas exprimer la même chose en simplement survolant une information et en pointant une information. Quand on survole, on va s'attendre à avoir, je dirais, quelque chose de une information complémentaire. Donc, je survole mon pays, je vois les ventes par pays, je veux voir de l'information complémentaire sur ce pays. Est-ce que c'est une répartition des ventes par ce pays, par catégorie, ou est-ce que c'est un angle, je dirais, d'approche un petit peu différente, voire le taux de croissance de ce pays en parallèle. Donc survoler va pouvoir plus avoir cette information d'ajouter de l'information. Tandis que pour moi, cliquer va nous emmener forcément plutôt dans une dynamique de drill down. Quand on fait l'action de cliquer, on va avoir envie de descendre dans l'information. Donc, je dirais un petit peu cette différence. Survoler, ça peut nous emmener, je dirais, à ajouter du contexte au point sur lequel on survole, mais c'est du contexte qui peut être différent pour moi. Ça peut nous parler de taux de croissance comme de valeur de la répartition de catégories sur ça. Tandis que cliquer, pour moi, amène plutôt l'œil humain et l'action humaine amène plutôt dans du drill down, dans de la descente d'informations et une hiérarchie d'informations. Il reste du temps, on peut encore prendre une question. On a une question d'Antoine qui, suite à la présentation, a ce type de besoin. Et quelles pourraient être les prochaines étapes avec Migral? Alors l'idée, ce qui est important aujourd'hui, Antoine, dans les sujets que tu vas avoir demain à mener, c'est un projet un petit peu comme nous l'a montré Myriam, partir de ce qu'on voit à l'écran pour arriver à quelque chose de plus, je dirais, ergonomique et intuitif pour faciliter la prise de décision. Il faut travailler avec les métiers, travailler avec les gens qui au quotidien vont utiliser ces dashboards, les interviewer en disant quelle est l'information pertinente que vous avez voulu faire ressortir dans ce graphique. Si on parle de la carte, si on parle de la courbe, qu'est-ce que vous voulez faire ressortir comme information? Quel est aujourd'hui le scénario d'analyse que vous souhaitez faire? Et ensuite de travailler avec eux sur du maquettage de cette information pour les emmener derrière dans cette data infographique qui leur permettra cette prise de décision. Donc je dirais, c'est vraiment ça, c'est comprendre, interviewer les gens, créer cet univers visuel et itérer sans cesse pour challenger un petit peu l'analyse du besoin de nos clients. Alors, la question suivante, comment faire un compromis entre la réactivité et le dynamisme d'un dashboard et le fait d'avoir toutes les données accessibles directement au client qui veut pouvoir exporter son dashboard avec toutes les données? Vaste programme, je dirais sur ça. Il y a plein
y a plein de questions sous-jacentes à cette question. Je dirais que elle va dépendre un petit peu du besoin. Nos clients, et aujourd'hui, ce qu'on remarque c'est vrai qu'en règle générale, ils veulent tout. Ce qui est très humain. On veut effectivement un maximum pouvoir exporter, un maximum pouvoir modifier, un maximum d'avoir toutes les colonnes qui sont dans l'outil RH, marketing qu'on va pouvoir avoir, parce qu'on a cette peur à un moment de se dire je vais être contraint de quelque chose parce que s'il me manque la colonne, il faut que je refasse une demande pour qu'on m'ajoute cette colonne. À mon avis, il faut adresser ce problème de deux façons. Un, le besoin, c'est quoi derrière ce besoin? Et peut-être qu'il y a deux tableaux de bord différents pour l'adresser. Un très ouvert en façon self-service et un très visuel comme on l'a vu. Et surtout, il faut fluidifier, je dirais, cet accès à la donnée, cet accès à la préparation de la donnée pour que maintenant, il y a des outils très très simples, Tableau Prep en fait partie, où les utilisateurs vont pouvoir, en quelques clics, s'ajouter une colonne ou s'ajouter un axe qu'ils n'auraient pas pensé à l'avance. Le republier sur Prep Conductor et d'être capable, dans un temps très rapide, d'avoir une mise à jour du rapport qui va être fait. Donc, c'est plutôt, je dirais, pour rassurer les gens qui nous disent à chaque fois « je veux tout », il faut les rassurer en leur disant « si vous manque quelque chose, on sera réactif pour pouvoir vous aider ». Ou vous pourrez même être acteur de ajouter cette information dans votre dashboard, dans votre modèle de données, de façon plus facile maintenant avec les méthodes et les outils qui existent aujourd'hui. Je dirais qu'il faut l'adresser un petit peu de cette façon-là sur cette partie-là. On a aussi quelques questions sur la disponibilité de cette présentation, donc le replay sera bien entendu disponible très prochainement. On fera également le tableau de bord que vous voyez à droite, Sportweb, on le publiera sur notre profil tableau public via aussi un article de blog que vous pourrez retrouver tout au quotidien dans nos ressources sur le midral.com/blog, trouver des tutoriels tableaux, les bonnes pratiques, on publie très régulièrement des tableaux publics et les replays seront présents ici. Et je publierai aujourd'hui effectivement ce dashboard pour que vous puissiez vous aussi le consommer et vous rendre compte un petit peu, ce qu'on a des fois on avait un temps imparti donc qui était peut-être très rapide, mais vous rendre compte de l'apport que ça peut avoir dans cette lisibilité au quotidien. Donc voilà un petit peu, peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Sylvana, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, comment emmener des méthodes un petit peu d'ergonomie, d'UX, de design pour faciliter l'adhésion de vos utilisateurs, faciliter votre adhésion, faciliter la communication que vous allez faire autour des chiffres, faciliter la prise de décision, c'est vraiment ça la finalité, simplifier et faciliter cette prise de décision. J'espère qu'on a répondu un petit peu à vos attentes. Il y aura d'autres webinaires où on ira encore plus loin dans cette ergonomie UX courant septembre. Donc tenez-vous au courant sur nos différents réseaux sociaux pour derrière peut-être y participer. Donc voilà, maintenant je vous souhaite une très bonne journée. Myriam, merci à toi. Merci, merci à tous. Je vous dis à bientôt. Passez une très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.